Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc nouvel épisode aujourd'hui, j'espère que ça résonne un peu moins. J'essaye de bricoler 2-3 techniques dans le studio d'enregistrement là pour vous faire quelque chose d'un petit peu plus agréable. On verra bien selon vos retours si c'est convenable ou non. Alors, le premier sujet du jour, il y en a plusieurs, mais on va parler des dangers des protéines, mais pas là où vous les attendez, des fringales sportifs, et restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va parler des secrets du petit déjeuner d'une personnalité de la royauté anglaise pour perdre 300 grammes par semaine. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui. Et avant de démarrer, oui, il y a aussi un sujet que j'avais envie de traiter avec vous, c'est l'entraînement intelligent. Donc l'entraînement intelligent, c'est quoi? C'est un entraînement qui vous permet de progresser au fur et à mesure des années, de votre mode de vie, etc. Et de pas rester cantonné aux choses que vous avez pu apprendre au tout début de votre parcours en musculation et même en diététique, mais surtout en muscu. C'est vraiment basé sur l'entraînement. Alors muscu et cardio, puisque moi, vous savez, j'aime bien utiliser les deux dans une transformation, une aventure, on va dire, de transformation. Et là, il y a plusieurs sujets. J'ai décidé de faire ça maintenant pour les membres du site. Régulièrement, quand j'ai suffisamment de données nouvelles sur l'entraînement, je fais un cours dessus que j'appelle entraînement intelligent, qui permet de faire avancer vos entraînements avec des nouvelles notions. Là, par exemple, dans l'épisode précédent, on a parlé de la meilleure façon de faire des abdominaux au sol pour vraiment maximiser la contraction des abdos. Et on a parlé des moyens également de booster votre capacité à mieux vous oxygéner, etc. Par l'entraînement. Et là, dans cette nouvelle, on va dire, dans ce nouveau cours, on parle d'augmenter la récurrence des résultats par rapport à votre protocole actuel. C'est-à-dire que vous avez dû remarquer que plus vous vous entraînez, plus les résultats ont tendance à moins se voir en fait, puisqu'au début vous vous entraînez un petit peu, au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois, vous commencez à voir des résultats et après rapidement ça stagne en fait. Et cette stagnation elle peut s'installer pendant parfois plusieurs mois, voire plusieurs années si on fait rien. Et là, en fait, les méthodes qu'on va voir, c'est on va parler de protéines avec la muscu, on va parler des sangles, on va parler de l'horloge corporelle, de la fatigue mentale, du renforcement des hanches, de la musculation après la ménopause. D'ailleurs, il y aura même un cours intégralement sur la ménopause dans pas longtemps, des méthodes de refroidissement, de l'éducation physique et sédentaire, de la récupération, il y a même une partie que j'ai appelée l'art de l'entraînement intelligent, 3 semaines pour booster son endurance, etc. Enfin bon, plein de sujets pour uniquement, alors soit les passionnés de sport comme moi, si vous êtes comme moi passionné de sport, c'est très bien. Si vous êtes pédagogue ou coach ou autre, ça vous permet de guider mieux vos athlètes vers la réussite. Et donc voilà. Donc ça dure un peu plus d'1 heure, mais c'est en vidéo. Vous pouvez le mettre en audio aussi. Vous mettez la vidéo en PIP là sur le côté, comme ça vous pouvez faire autre chose sur votre téléphone ou votre iPad ou je sais pas quoi. Mais vous avez l'intégralité du cours plus le PDF dans les notes là. Si vous allez voir les notes, vous avez tout ça. Voilà. Bon, ceci étant dit, on démarre avec le podcast. Donc l'entraînement en force contre les risques des régimes hyperprotéinés. Donc là, ils se sont basés, alors je vais vous lire, dans une étude récente publiée, des chercheurs ont découvert que l'entraînement en force progressif, donc c'est un entraînement en force mais qui est progressif, c'est-à-dire qu'on va ajouter progressivement de la résistance, pourrait contrer les effets néfastes d'un régime riche en protéines.
Donc, ils vont définir ce qu'est un régime néfaste, enfin des effets néfastes d'un régime riche en protéines. Donc, cette recherche menée sur des souris a révélé que celles soumises à un régime hyperprotéiné et à un entraînement en force présentaient une meilleure santé métabolique par rapport à celles qui ne s'entraînaient pas. Bon, jusque-là, bon, ça nous étonne pas, mais bon. En effet, les souris sédentaires consommant beaucoup de protéines accumulaient plus de graisse. Cependant, celles qui s'entraînaient développaient davantage de muscles, en particulier dans l'avant-bras, et étaient protégées de la prise de graisse. Alors, les athlètes consommant des régimes riches en protéines pourraient bénéficier de l'entraînement en force pour éviter les risques associés à une telle alimentation. Néanmoins, l'étude souligne que l'exercice ne protège pas contre les effets des effets des protéines élevées sur la régulation de la glycémie. En conclusion, pour ceux qui consomment des régimes hyperprotéinés, l'ajout de muscu, en gros, pourrait être une stratégie clé pour maintenir une bonne santé métabolique. Alors, plusieurs choses ici. La première, c'est que le régime hyperprotéiné, il peut pas être prescrit de la même manière pour une personne sédentaire. Par exemple, si vous avez une personne d'autorité qui va dire pour perdre du poids, faut faire un régime hyperprotéiné. Ben, les effets ne seront pas les mêmes sur une personne qui irait bosser toute la journée le cul vissé sur une chaise et qui ferait pas du tout de musculation, de sport globalement, et une personne qui va s'entraîner en musculation. En fait, on voit que le devenir de la protéine, une fois consommée, dépend énormément de ce que l'hôte fait de son corps, en gros. Donc, si vous allez stimuler votre masse musculaire, briser les fibres par la musculation, vous aurez beaucoup plus de chances, avec cet excès de protéines, de convertir ça en tissu musculaire, alors que si vous ne faites rien de votre bagage musculaire durant la journée, eh ben, vous allez en faire du tissu adipeux. Donc, on voit bien que les protéines, en l'absence de sport, même si ça reste probablement mieux que les graisses et que les glucides, quand on fait un régime de perte de poids en étant sédentaire, un excès, donc une manière d'être en hyperprotéiné, je sais pas comment on peut dire, d'être hyperprotéiné dans son régime, ça peut conduire à un excès de tissu adipeux. Il n'y a pas de magie, en fait. L'excès de protéines, à terme, se transformera en sucre, puis en gras, puis voilà, en surpoids. Donc, pas de magie avec ça. Et je pense que c'est en partie pour ça que certains ont échoué lors de leur perte de graisse et quand ils avaient un régime hyperprotéiné, parce qu'ils se sont dit bon ben je peux faire un régime hyperprotéiné, apparemment c'est la magie, on peut, puis il y avait même des recommandations dans les bouquins de ces régimes-là où ils disaient vous pouvez manger des protéines à volonté, etc. parce que les auteurs pensaient que, étant donné que les protéines rassasient ont un effet rassasiant sur l'appétit en fait, assez prononcé, que les gens se couperaient de manger relativement vite, sauf qu'il y a des gens qui certainement comme moi ont un appétit où ils peuvent aller au-delà par gourmandise. Le bon exemple, moi si on me met une côte de bœuf, mon appétit va pas du tout me stopper, c'est-à-dire que je vais pouvoir aller largement au-dessus de mes besoins avant de plus pouvoir ingurgiter. Alors ça, je sais pas si c'est génétique, si c'est comportemental, etc. Même si je sais qu'il y a quand même une part de comportement, de psychologique, donc de comportemental là-dedans. Donc il y en a certains qui peuvent aller largement au-delà, tout en mangeant que des protéines, quoi. Il y a pas de problème là-dessus. Par contre, voilà, ce qui est intéressant de voir ici, c'est que la construction musculaire est quand même assez, de faire de la musculation. Alors attendez, je reprends. Personnellement, je reçois beaucoup de messages de personnes qui ont été ou qui sont en fort surpoids et qui se disent je fais d'abord le régime avec beaucoup de cardio et ensuite j'attaque la musculation. C'est pas forcément une bonne idée. C'est déjà une très bonne idée de vouloir faire un régime et de faire du cardio pour brûler du gras, pas de problème, de carboniser le maximum de graisse, pas de problème. Mais par contre, on n'est pas obligé d'attendre pour se mettre à la musculation. Parce que en faisant de la musculation, on a une meilleure garantie que les calories ingérées ont plus de chances de devenir de la masse musculaire que du tissu adipeux. Donc c'est toujours bon à prendre en fait, c'est une accumulation de bons comportements à prendre. Et c'est vrai que, par exemple, si on compare le régime hyperprotéiné à un régime hyperglucidique, que va devenir la surcharge de glucides
une fois que vous aurez compensé vos stocks de glycogène du groupe musculaire du jour, donc quelques grammes, quelques centaines de grammes si c'est un gros groupe musculaire, le devenir, ça sera du gras. On va pas fabriquer de la masse musculaire avec du sucre, avec des glucides, ni avec des graisses. Donc il y a un avantage aux protéines lié à la musculation, c'est que c'est ce qui bâtit le muscle. Donc ce qui veut dire qu'un muscle plus gros stockera plus de glycogène à terme. Donc du coup, vous pourrez vous permettre de manger aussi plus de glucides. Donc les protéines, ça reste quand même, qu'on le veuille ou non, on a beau retourner la question dans tous les sens, pour quelqu'un qui veut être le plus sec possible et le plus musclé possible, ça reste le nutriment le plus important. Voilà. Ensuite, ils disent, l'étude souligne que l'exercice ne protège pas contre les effets des protéines élevées sur la régulation de la glycémie. Donc, ce qui veut dire que quand vous mangez beaucoup de protéines, alors vous n'êtes pas une souris, mais les souris, quand elles mangent beaucoup de protéines, elles peuvent avoir une glycémie qui est dysrégulée. Alors, ça peut être lié à plusieurs choses. La première chose, c'est que si vous ingurgitez beaucoup, par exemple, de BCA, de protéines en poudre et tout, ça a un index, c'est pas un IG, c'est un index insulinémique, donc un II, qui est relativement élevé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous absorbez quand vous prenez par exemple votre shaker de protéines type isolate, c'est pas pour rien que ça arrive vite à destination, c'est aussi parce que vous le digérez vite. Donc, qui dit digestion élevée, dit aussi une sécrétion d'insuline qui va s'en suivre, parce que si vous vous retrouvez avec beaucoup de nutriments qui vont circuler dans le système sanguin, il va falloir le dispatcher, vous n'allez pas rester avec tous ces nutriments dans le sang, il va falloir les dispatcher, donc il y aura une sécrétion d'insuline. Et probablement que la glycémie, elle aussi, va alors profiter ou être perturbée par ça. Donc là, j'ai pas d'informations sur ce qu'ils ont utilisé dans l'étude comme source alimentaire, mais il faut arrêter de croire que tout est magique, quoi. Après, le sport aide à réguler la glycémie. De faire du cardio, ça aide à réguler la glycémie également. Bon, globalement, de choisir des bons glucides également, des glucides fibreux, et des protéines, pas besoin d'être en large excès, juste un petit peu au-dessus des besoins pour surcompenser en fait les dégâts engendrés par la muscu, et après avoir le reste de la diète est composée, ben voilà, de légumes, de fruits, de glucides de bonne qualité et de graisses saines. Logiquement, votre glycémie, elle va être bien mieux qu'un individu qui mange n'importe comment et qui fait pas de sport. Faut pas s'inquiéter. J'entends déjà des gens qui vont être alarmistes là, qui vont se dire, ouh là là, c'est pas bon pour la glycémie de manger trop de protéines. Attention, trop de protéines, probablement. Mais nous, on parle de juste ce qu'il faut pour prendre de la masse musculaire, et on est à des années-lumière d'une diète dérégulée. Voilà. Donc je trouvais ça intéressant parce que ça donne des réponses à des questions couramment posées, on va dire. Est-ce que pendant une période, pour rappel, il y a même des gens qui vous disaient ça sert à rien de manger des protéines pour prendre du muscle. Et je vous parle pas d'une période avant les années 2000, je vous parle des années 2010. À partir de 2010, il y a eu tout un courant qui arrivait avec la mode de la nourriture crudivore, alors je vais pas dire du végétalisme, mais enfin quoi que si. Du végétal dans la diète. Alors je sais pas si c'est des gens qui avant n'avaient jamais mangé un légume ou je sais pas. Enfin, on n'est pas obligé déjà de couper la viande, le poisson et les œufs pour se mettre à manger des végétaux. Hein. Moi, je mange plein de légumineuses, plein de sources de légumes différents et tout. Pourtant, je mange de la viande, des œufs et du poisson et des produits laitiers sous forme de protéines en poudre. Il n'y a pas besoin c'est pas l'un ou l'autre, ça peut être l'un, enfin ça peut être tout en fait. Hein. C'est juste les ratios qui vont différer en fonction des besoins de chacun. Donc il y a eu cette mode-là qui a été rapidement abandonnée. Hein. Puis après, ils ont essayé de la remixer en disant non, mais en fait c'est avec des protéines végétales, et les protéines végétales on les augmente et ça marche aussi bien. Bon, là c'est pareil, les protéines végétales, il y en a qui y arrivent très bien, il y en a qui ont du mal, en fait, ils ont toujours cette petite bouée, ils n'arrivent pas parce que beaucoup de protéines végétales apportent également beaucoup de glucides. En tout cas, on n'arrive pas avec que des protéines végétales à avoir des apports en glucides très bas, ou alors on va devoir couper l'intégralité des glucides autour de ces compléments protéinés. Donc du coup, on se retrouve à avoir le cul entre deux chaises, qu'on mange quasiment plus rien, et c'est là où on pète un plomb, quoi. Le poids se verrouille, on devient complètement fatigué, léthargique, incapable de progresser sur les charges et tout ça, quoi. Donc c'est un équilibre. Les athlètes véganes
je dis bien vegan, hein, je dis pas végétarien, où eux, ils mangent des œufs, des produits laitiers, ils arrivent à avoir quelques protéines animales, mais les végétaliens, les véganes purs, eux, enfin, ceux qui y arrivent et qui sont purement véganes, dites-vous bien qu'ils ont une logistique au niveau de la diète très pointue, combinée à une très bonne capacité de leur organisme à extraire les acides aminés, à en faire quelque chose de satisfaisant pour leur progression, quoi. Deuxième point, alors ça c'est pas une publicité déguisée parce que je recommande pas ça, mais Yamaha révolutionne le cyclisme avec un vélo électrique innovant. Donc en fait au salon Japan Mobility Show 2023 à Tokyo, Yamaha dévoile sa vision futuriste du vélo électrique. Donc le constructeur japonais présente 2 concepts de vélo électrique qui pourraient bien changer la donne dans le monde du sport cycliste. Le premier, donc c'est le Y01W AWD. Donc est-ce que c'est all-wheel drive comme les bagnoles, donc toutes les roues sont motrices, et doté d'un double moteur, donc si c'est bien ça, un au niveau du pédalier, un autre au niveau de la roue avant, permettant ainsi une puissance et une autonomie accrue, idéale pour les terrains difficiles. Et donc le second, Y-00Z MTB, se distingue par sa direction assistée, une première dans le domaine. Cette innovation repose sur un capteur de couple magnéto-strictif, garantissant une maniabilité, une stabilité exceptionnelle, même en tout terrain. Donc ces vélos, encore à l'état de concept, ne sont pas encore disponibles à la vente. Cependant, ils préfigurent une évolution majeure dans le monde du vélo électrique, offrant de nouvelles perspectives pour les amateurs de cyclisme et les sportifs de haut niveau. Alors, moi, il y a 2 choses. La première chose, c'est le sportif de haut niveau, d'un côté, et l'acheteur de la vie quotidienne qui va avoir un vélo pour aller bosser, etc. Le sportif de haut niveau, il faut bien vous dire une chose, c'est que le sportif de haut niveau va toujours chercher le maximum de performance, c'est-à-dire qu'il va tirer tous les avantages de son matériel, donc que ce soit une bagnole, un vélo, une raquette, peu importe. Donc il va exploiter au maximum les dernières technologies mécaniques, électroniques, tout ça en lien et autorisé dans son sport. Mais il va pas se cantonner à ça, c'est-à-dire qu'il va pas juste avoir la meilleure machine, il va aussi lui se mettre au maximum en forme physique pour avoir les meilleurs réflexes, la meilleure force, la meilleure réactivité, enfin toutes ces choses-là, la meilleure endurance, la meilleure résistance, bref. Donc c'est à la fois l'athlète et la machine et l'outil qui vont être les plus perfectionnés possibles pour fournir la meilleure performance, parce qu'à la clé, il y a une médaille, il y a de l'argent, des contrats, des sponsors, etc. Donc j'ai pas trop d'inquiétude sur le fait que les sportifs de demain resteront des sportifs, puisqu'ils vont pas abandonner leur performance si ça leur permet d'avoir une médaille. Par contre, là où ça se gâte un petit peu, c'est quand ces machines-là vont arriver dans les mains du grand public. Un vélo avec une direction assistée, bon, probablement que c'est pas comme on l'entend, hein, mais une direction assistée sur un vélo, il me semble pas que ce soit nécessaire. On n'a pas l'impression de se déboîter les épaules quand on guidonne à droite ou à gauche. Ensuite, d'avoir du 2 roues motrices, pourquoi pas? Si ça rentre dans une démarche écologique et tout, mais comme on dit, hein, ce qu'on pollue pas ici, on le pollue ailleurs. Bon, ça c'est un large débat, mais moi ce que je vois, c'est aussi la sédentarité. Je crains, vous savez, on en parle souvent dans les épisodes, que les sportifs sont les plus sédentaires. C'est un paradoxe, mais c'est un paradoxe réel. C'est-à-dire que quand vous avez fait votre séance de sport, vous vous sentez beaucoup plus légitime à vous vautrer dans votre canapé. Alors qu'une personne qui ne fait pas de sport a beaucoup plus de culpabilité si elle a resté le cul vissé sur une chaise toute la journée, à se balancer dans son canapé en fin de journée. Il y a une forme de culpabilité si elle est un peu éveillée sur les problématiques de santé et savoir comment on peut les résoudre, en tout cas les prévenir par un certain mode de vie. Le fait d'être sédentaire du réveil jusqu'au coucher, ça peut faire culpabiliser. Alors qu'un sportif, quand il a fait sa séance de sport, il se dit « j'ai fait le job, je peux me détendre ». Ce qui est pas faux, mais ça n'encourage pas à avoir un mode de vie actif en fait. C'est juste j'ai fait mon sport, maintenant je reste assis. Donc si on extrapole cette réflexion avec les vélos électriques, beaucoup de personnes se disent « je fais un peu de vélo, bon il est électrique mais je pédale quand même un peu ». Sauf que moi j'en ai un vélo électrique, un VTT que j'ai fabriqué moi-même, j'ai commandé un moteur, je l'ai monté et tout ça. Je peux vous garantir que si j'ai pas du tout envie de faire du sport,
je fais pas du tout de sport. C'est-à-dire que mes cuisses ne chauffent même pas. Pourtant, je pédale vite et tout, mais ça ne chauffe même pas. Donc c'est vraiment volontaire, c'est-à-dire que moi, la dernière fois que je suis parti faire du vélo dans la forêt à côté de chez moi, il faut que je coupe la résistance dans une côte pour pouvoir me dire, allez, là, volontairement, tu vas te faire un peu les cuisses, tu vas forcer un petit peu, parce que sinon, on laisse le moteur actif, et en fait, on se dit, je fais quelque chose, je suis en plein air, je fais du sport, mais non, on fait pas de sport, en fait, on est totalement assisté. Donc, qu'est-ce que ça peut faire derrière comme comportement? Les gens qui sont peu avertis vont acheter un vélo très assisté comme ça, ils vont aller bosser avec, ils vont peut-être faire 20 km par jour et dire, moi je fais 20 km de vélo par jour, bon il est électrique, mais je pédale quand même un peu. Et le reste du temps, bah, ils vont se dire, légitimement, ils vont se dire, je peux me foutre dans mon canapé, j'ai pas de problème. Sauf que finalement, il n'y a pas eu réellement d'effort. Parce qu'un vélo électrique, je peux vous dire en connaissance de cause que quand vous avez un vélo électrique et un vélo pas électrique du tout, vous voyez largement la différence sur la notion d'effort fourni. Alors, le truc, c'est pas d'avoir deux vélos électriques, deux vélos, un vélo pas électrique, un vélo électrique. Si vous avez un vélo qui est plutôt léger, moi le mien ça va, il est plutôt léger parce qu'à la base c'est pas un vélo électrique, donc du coup j'ai pas un châssis hyper. D'ailleurs, il y avait quelqu'un qui me disait ça, un jour il me disait oui, tu as monté un moteur électrique sur ton vélo, sauf que le poids et tout ça c'est pas prévu pour. Bon, je suis pas vraiment d'accord parce que mon vélo en fait il peut encaisser jusqu'à un individu de 110 ou 120 kilos je crois, donc il est largement capable d'accepter aussi bien au niveau freinage que de suspension et tout le poids du moteur et de la batterie. Bref, donc c'est non recevable comme argument ça. Mais bon bref, on se rend bien compte que c'est une démarche un petit peu comme l'effort quand on se dit allez je vais à la salle, là il faut dire allez je coupe le moteur et là je fais du sport. Et de savoir qu'en un clic on peut le réactiver, c'est très tentant et ça restera toujours moins physique, moins actif. Moi j'ai une fonction où je peux le mettre sur 1 en fait qui me déleste juste du poids du vélo et donc du coup qui me laisse comme si j'avais un vélo normal. Et je trouve que c'est hyper tentant parfois d'appuyer sur 2, quoi, juste une aide supplémentaire. Et il y a la deuxième chose, c'est que je peux réellement faire du sport en mettant le moteur en marche tout le temps, mais par contre il faut moi-même que je pédale, donc du coup je vais très vite et très loin, donc je fais beaucoup plus de kilomètres que si mon vélo était totalement sans moteur. Mais encore une fois, si vous allez au boulot, c'est pas parce que vous allez pédaler plus vite, etc., que votre boulot va être plus loin, en fait. Hein, il va toujours être au même endroit. Donc vous allez y aller plus rapidement, mais vous n'aurez pas fourni plus d'efforts, sauf si vous vous mettez vraiment la gouache, quoi. Donc c'était juste une réflexion par rapport à ça. En fait, c'est toujours la même chose, c'est que où va le monde vers une sédentarité de plus en plus prononcée. Et ça se comprend, hein. De toute façon, tout bon marketing, c'est pour enlever une épine du pied des gens. Hein. Toute bonne invention, pardon, c'est pas le marketing le dit, mais l'invention le fait. C'est d'enlever le maximum d'échardes des pieds des gens, quoi. Et c'est de plus avoir besoin de verser la moindre goutte de sueur, de sentir la moindre brûlure musculaire, etc. Et paradoxalement, on a de plus en plus de mal de dos, d'obésité et tout. Mais c'est comme ça. Donc l'énigme des fringales sportives, pourquoi les athlètes raffolent-ils des frites et du barbecue? Alors il n'y a pas que les sportifs, hein. Moi je l'ai pris sous un angle sportif, mais à la base c'est pas sur les sportifs. Donc les athlètes, malgré leur impact, malgré leur régime strict, pardon, peuvent parfois succomber à la tentation des régimes alimentaires riches en calories. Donc typiquement un cheat meal le week-end, hein. Et une nouvelle étude révèle pourquoi. Donc des chercheurs de l'Institut Buck ont découvert que certains produits chimiques présents dans les aliments cuits ou transformés, appelés produits finaux de glycation avancée, AGES, stimulent la faim. Donc ces AGES seront créés lors de la cuisson, en particulier lors de la friture et du grillage, rendant les aliments plus appétissants et difficiles à résister. Vous êtes tous passés à côté d'une pizzeria ou d'un fast-food et vous aviez pas faim. Vous sentez cette odeur et tiens, à midi, je mangerais bien un poulet rôti ou une pizza. Ça arrivait à tout le monde, ça, de ressentir cet effet-là. Donc cette réaction, connue sous le nom de réaction de Maillard, est responsable de la délicieuse couleur brune des aliments cuits, donc cet aspect un peu caramélisé, voire carbonisé si vous l'oubliez sur la poêle. Cependant, ces produits chimiques peuvent causer des dommages inflammatoires et oxydatifs dans le corps,
contribuant à diverses maladies, notamment le cancer. Et les chercheurs ont également observé que les AGES augmentaient l'appétit des vers, alors des lombrics, j'imagine, étudiés. Donc les poussant à manger davantage. Cette découverte pourrait avoir des implications majeures pour les choix alimentaires des athlètes et du grand public, soulignant l'importance de la modération et de la prise de décision alimentaire éclairée. Donc pourquoi je vous ai récupéré ça ? Parce qu'en fait, c'est peut-être pas pour rien que quand vous faites un régime, il faut se tourner vers des cuissons plus douces, type vapeur, bouillie, au four à basse température et tout, parce que les odeurs engendrées par le mode de cuisson vont conditionner votre appétit. C'est-à-dire que si vous préparez, je sais pas moi, du poulet à la poêle frit, donc vous faites vos escalopes de dinde à la poêle avec de l'huile d'olive ou de l'huile de coco, et vous oubliez un peu sur la température de la poêle, donc déjà c'est pas terrible pour l'huile, parce que du coup le point de fumée va être atteint et vous allez perdre les avantages et augmenter les inconvénients. Mais bon, la petite odeur grillée du poulet va vous ouvrir un petit peu les papilles, et donc vous allez vous retrouver avec un appétit au-delà de la réalité quand vous allez passer à table. Donc ça peut être une arme que vous pouvez utiliser au régime, et peu de personnes en parlent sur les effets de ce genre de choses quand vous êtes au régime, mais si vous êtes plutôt gourmand de nature, choisissez des modes de cuisson qui n'engendrent pas de réaction de Maillard, donc pas de friture, pas de grillage, essayez d'éviter les barbecues et tout ça. Donc les températures élevées globalement, parce que ça va augmenter l'appétit. Un bon exemple, vous avez dû remarquer que quand vous mangez des œufs au plat, un peu grillés sur le dessous, vous avez une plus grande facilité à les manger que quand vous mangez des œufs durs. Les œufs durs, cuits à l'eau, bon, c'est un peu plein, c'est un peu fade, vous mangez ça, bon, au bout de 3 œufs durs, on peut en manger un 4e, mais bon, c'est parce qu'il faut que ça rentre dans les besoins ou quoi. Bon, moi, j'en mange jamais 4 en ce moment, mais je sais que certains, dans les sportifs, on mange plus que 3 entiers, des œufs par jour. Mais bon, bref. Et moi, personnellement, et je pense que tout le monde le vérifie, les œufs au plat, c'est beaucoup plus goûteux, c'est beaucoup plus, facile à avaler que des œufs durs. C'est en partie parce qu'il y a cette petite, cette odeur, cette réaction de Maillard juste dessous, là, un petit peu grillée, qui fait à la fois que c'est plus nocif, donc pour la santé, mais aussi que c'est plus attractif au niveau des papilles. Donc on va aller au-delà de sa faim et donc manger trop. Potentiellement. Donc, je voulais vous en parler parce que petit outil pour votre prochain régime de perte de graisse, évitez de fréquenter des lieux où il y a beaucoup de friture, donc évitez d'aller au self, et je pense que les selfs d'entreprise ou de cafettes et tout ça sont baignés dans cette odeur de friture, donc c'est pour ça que vous n'arrivez pas, ou même le pire c'est les wok à volonté, là vous savez, tous les restaurants asiatiques à volonté, ou les buffets, etc. Il y a beaucoup de friture dans ces trucs-là, donc on est baigné dans cette odeur-là, on a faim, on a envie d'y retourner. Enfin moi là-dedans, faut pas m'y laisser, parce que si derrière j'ai rien à faire, alors si j'ai quelque chose à faire derrière, je vais pas me défoncer, parce que aujourd'hui à 36 ans, je me rends compte que si je m'ouvre le ventre comme je faisais à 20 ans, mon corps ne le tolère pas aussi bien au niveau de l'énergie qu'il va y avoir après. Mais par contre, si derrière je dors et que je me suis dit allez, fais-toi plaisir, vas-y à fond, je peux y aller à fond et me resservir plusieurs fois. Et voilà, toutes ces odeurs participent à ça. Donc essayez de rester un peu loin de ces odeurs-là si vous essayez de contrôler votre poids ou d'en perdre. Voilà, vous avez été patient jusque-là, donc je vais vous donner le secret de minceur de Kate Middleton pour perdre 300 grammes par semaine. Je sais pas si je vais le faire à chaque fois, mais j'aimerais bien mettre une petite rubrique People dans mon podcast. On verra. Si vous aimez, vous me le dites, vous mettez un like, etc. Parce que ça permet de voir ça et puis d'en débattre un petit peu, d'en débattre, moi et mon micro, parce qu'il y a personne en face de moi, mais avec vous dans les commentaires. Donc Kate Middleton, la princesse de Galles, est toujours sous les feux des projecteurs avec sa silhouette impeccable. Mais quel est son secret ? Donc une journaliste britannique, Andrea Blazquez, a décidé de la découvrir en testant le petit déjeuner préféré de la duchesse pendant une semaine. Résultat, une perte de 300 grammes en seulement 6 jours. Donc selon The Mirror, le secret réside dans... C'est un journal anglais, britannique. Le secret réside dans les flocons d'avoine que Kate consomme chaque matin. Ces flocons riches en fibres augmentent la sensation de satiété, empêchant ainsi le grignotage intempestif durant la journée.
Donc Andrea a confirmé que ce petit déjeuner copieux l'a rassasié jusqu'au déjeuner, l'incitant à opter pour des repas plus légers par la suite. En plus de leurs bienfaits sur la satiété, les flocons d'avoine ont un indice glycémique modéré. Alors eux, ils disent faible, mais ça dépend. Ça dépend comment vous les consommez, avec quoi vous les consommez, etc. Bénéfique pour les diabétiques. Alors prête à adopter le régime. Alors prêt, vous n'êtes pas obligé d'être une femme, les hommes aussi peuvent faire le régime Kate Middleton pour une silhouette de rêve. En fait, moi, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que bon, déjà, elle perd pas du poids au fur et à mesure du temps, Kate. Elle se stabilise à son poids. Pourquoi ? Parce qu'elle a un mode de vie sain, en fait. On l'imagine comme ça. Pourquoi une personne va perdre du poids quand elle va se mettre à manger ça ? Probablement parce que son petit déjeuner avant c'était soit des Nesquik, soit du pain beurre, confiture, etc. Donc évidemment, une personne qui consomme ce genre d'aliments et qui passe à des flocons d'avoine avec trois myrtilles dedans, il est probable qu'elle perde 300 grammes par semaine. Mais en fait, il faut qu'elle se pose les bonnes questions, cette personne qui fait ce genre d'approche alimentaire. Il faut se dire, ok, peut-être que je mangeais un peu trop au petit déjeuner, ou alors peut-être que je grignotais un petit peu trop dans la matinée. Donc ça veut dire que il y avait un problème en fait. Si vous mettez à prendre ce petit déjeuner là, donc d'inclure des flocons d'avoine dans votre petit déjeuner, si vous mangez sainement déjà, donc un fruit, un peu de flocons d'avoine et une source de protéines comme un peu d'œuf, ou je sais pas, peu importe les sources de protéines que vous consommez de bonne qualité le matin, vous aurez probablement pas de résultat, vous n'allez pas perdre 300 grammes par semaine. Par contre, si vous avez un petit déjeuner qui est trop calorique parce que vous mangez des céréales de type, je sais pas moi, des céréales, du riz soufflé au chocolat, du sucre rapide le matin, du pain blanc, et puis dans la matinée vous grignotez et tout, et vous passez à ça, évidemment que chez vous aussi ça va fonctionner. Et faut pas oublier que ce genre de publication, c'est toujours pour le grand public. Un sportif ne sera pas surpris de ça, et elle-même, donc celle qui à la base mange ses flocons d'avoine, donc Kate Middleton, elle est en forme déjà, puisque justement elle est connue pour sa silhouette impeccable, donc elle ne perd plus de poids en faisant ça, ça lui permet de le maintenir. Donc c'était la rubrique, la section un peu people, et j'aime bien regarder ce genre d'article pour voir un peu le ton d'où on en est aujourd'hui, et je me rends compte que ce genre d'article, on les avait déjà il y a des années. Moi, ça m'intéresse toujours, parce que déjà, ça donne des informations un peu plus légères, en fin de podcast et tout, mais c'est surtout que ça permet d'avoir un nouveau regard, et n'oubliez pas que vous avez fait partie aussi du grand public non averti. Donc aujourd'hui, ça vous paraît parfois ridicule, parfois un peu gros titre, un peu putaclic comme on dit aujourd'hui, mais on a tous fait partie de ces gens qui ont pu être séduits par ce genre d'article un peu magique. Oh là là, juste je mets ça à 300 grammes par semaine, c'est nickel, et je pourrais continuer à manger au resto le midi et fast-food le soir. Bon, et puis on a tous espéré, on a tous échoué. Mais comprenez bien que s'il disait les secrets de minceur de Kate Middleton, c'est pas que le petit déjeuner, c'est le sport, le régime du midi, une diète pauvre en glucides le soir, etc. Là, vous perdez beaucoup des lecteurs parce qu'ils préfèrent rester dans le déni et dire qu'ils le tolèrent pas. Bref. Je m'arrête ici pour cet épisode. Avant juste de partir, allez voir si vous avez envie de vous entraîner plus intelligemment pour tripler vos résultats, optimiser votre récupération et débloquer votre potentiel de performance, notamment pour ceux qui ont des douleurs lombaires, alors qu'ils font du sport et tout, ils comprennent pas pourquoi. Il y a tout un protocole pour éviter les douleurs lombaires. Donc un protocole d'exercice autour de la hanche à faire, vraiment très pointu, que vous pouvez faire chez vous d'ailleurs, pour vraiment enlever. Alors eux, ils parlent de je sais plus combien de pourcentage, mais c'est au-delà des 50% des douleurs lombaires. Douleurs lombaires, pour rappel, c'est les douleurs au bas du dos. Pour ceux qui savent pas où se situent les lombaires, je pense que vous savez où ça se situe si vous faites du sport, mais globalement, c'est les douleurs du bas du dos qui touchent énormément les sédentaires, mais parfois aussi un peu les sportifs pour des raisons assez évidentes, c'est qu'il y a un déséquilibre musculaire autour de la hanche. Et ouais, mais il faut savoir lesquels il faut entraîner pour justement recalibrer, réaligner un petit peu et limiter les compressions et les douleurs. Voilà. Donc allez voir, le lien est dans les notes de ce podcast. Par mail aussi, je vous l'envoie, comme ça au moins vous avez tout ça. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode ou tout de suite dans les notes si vous basculez de l'autre côté.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.